Ce matin-là, à l'aéroport, personne ne se doutait que le temps allait s'arrêter. 14 chiens policiers d'élite, entraînés à obéir au moindre ordre, ont soudain fait l'impensable, ils ont brisé leur formation, pour encercler une petite fille. Pas un aboiement. Pas une attaque. Seulement un silence glaçant, et un vieux ours en peluche serré contre elle. Ce que ces chiens ont senti ce jour-là n'était visible pour personne. Et ce qu'ils ont révélé a évité une catastrophe que toute une nation aurait pleuré. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire vraie de courage, d'instinct et de sacrifice va complètement changer la façon dont vous regardez les héros, surtout ceux qui marchent à quatre pattes. Ce matin-là, tout semblait ordinaire à l'aéroport, jusqu'à ce que 14 chiens policiers parfaitement dressés brisent soudain leur formation et encerclent, en silence, une petite fille. Aucun ordre ne les arrêtait, aucun geste ne les détournait. Leur regard n'était pas fixé sur une menace visible, mais sur quelque chose que seul eux pouvaient percevoir. Était-elle en danger, ou représentait-elle le danger? Et pourquoi ce vieux ours en peluche provoquait-il une réaction aussi extrême? Ce que les chiens révélèrent ensuite glaça le sang de toute une nation. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Le hall de l'aéroport baignait dans une lumière dorée filtrée par les grandes baies vitrées donnant sur le tarmac. Les valises roulaient sur le sol brillant, tandis que les annonces résonnaient dans les haut-parleurs avec une neutralité presque rassurante. Le capitaine Mathieu Delcourt avançait d'un pas assuré le long du terminal, uniforme impeccable, regard attentif. À ses côtés, son unité cynophile, 14 bergers allemands formant une colonne parfaitement disciplinée. Ancien militaire, Mathieu ne laissait rien au hasard. Ce matin-là, il s'agissait d'un simple contrôle de routine avant l'arrivée d'une délégation officielle. Pourtant, Bruno, le chien de tête, ralentit imperceptiblement, une oreille dressée, une respiration plus courte. Mathieu ressentit une tension étrange parcourir la laisse. Un peu plus loin, près d'un chariot à bagages abandonné, se tenait une fillette de 4 ou 5 ans, immobile au milieu du flux des voyageurs. Elle portait une veste rose trop vive et serrait contre elle un vieux nounours usé, recousu à plusieurs endroits. Elle ne pleurait pas, ne semblait ni perdue ni effrayée, simplement absente. Bruno s'arrêta net. Un à un, les autres chiens l'imitèrent, comme guidés par un signal invisible. L'air sembla devenir plus lourd. Mathieu s'approcha doucement. « Bonjour, petite, où sont tes parents ?» Aucun mot ne sortit. La fillette leva seulement vers lui un regard étrange, profond, dénué d'émotion. Derrière lui, les chiens se tendirent, formant lentement un cercle protecteur autour de l'enfant. Bruno émit un grondement sourd, un avertissement que Mathieu connaissait bien. Ce n'était ni de la peur ni de l'agressivité, mais une alerte pure. À cet instant précis, il comprit que ce qu'il voyait n'avait rien d'ordinaire, et que Bruno avait senti, bien avant tous les autres, quelque chose que personne encore ne pouvait expliquer. Les portes s'ouvrirent en grand et les voyageurs s'arrêtèrent net. Certains reculèrent, d'autres levèrent leur téléphone. Une main coupa le bruit. Un agent de sécurité ordonna de ne plus avancer, mais l'attention était déjà palpable, suspendue dans l'air. Mathieu fronça les sourcils. « Restez en position », cria-t-il à ses hommes, puis, d'une voix plus basse, tenta un rappel, Bruno, au pied. Rien ne bougea. Aucun chien ne s'élança pour attaquer. Ils encerclaient, non pour frapper, mais pour isoler, bloquer, protéger. Leur regard n'était pas tourné vers l'extérieur, tous, sans exception, fixaient le centre, la fillette, ou plutôt l'ours en peluche qu'elle serrait contre elle. Mathieu sentit sa main se rapprocher lentement de sa ceinture, son pouce frôlant l'attache de son holster. Il ne voulait pas y croire, mais l'instinct de ces chiens ne mentait jamais. Autour de lui, le silence s'épaissit. Le monde semblait retenir son souffle, les battements de cœur s'accéléraient, imperceptibles mais universels. Quelque chose d'invisible était là, quelque chose que seuls les chiens semblaient percevoir, et leur message était clair, ne pas approcher. Tout se produisit en une fraction de seconde. Sans prévenir, Bruno bondit en avant, non vers l'enfant, mais droit vers l'ours en peluche. Il ne mordit pas. Il tenta seulement de l'arracher, de le séparer d'elle. La panique éclata aussitôt, des cris fusèrent, des pas résonnèrent, des valises tombèrent, des familles fuirent dans toutes les directions. Les alarmes de sécurité hurlèrent au-dessus de leur tête, rendant chaque son plus aigu,
plus désordonnée. Mathieu se plaça immédiatement entre la fillette et la foule affolée, bras levés, regard vif, cherchant l'origine du danger. Son souffle se fit court. Ce n'était pas la petite que Bruno visait, mais l'ours. Ce jouet banal, serré contre elle comme une bouée. Le regard du chien s'y fixait avec une intensité troublante. Un technicien en uniforme s'approcha, scanner portable en main, et passa lentement l'appareil près de la peluche. Un bip aigu retentit, clair et glaçant, coupant le tumulte comme une lame, un objet métallique. Mathieu sentit son ventre se nouer. La fillette murmura alors d'une voix minuscule, « C'est papa qui me l'a donné, puis un monsieur l'a réparé. » Un froid parcourut Mathieu. Réparé? Par qui? Quand? Pourquoi? Les ordres fusèrent, appel de l'unité de déminage, fermeture immédiate des portes, confinement total de la zone. Les lumières d'urgence clignotaient rouge et blanc. Tout le monde reculait, sauf les chiens, immobiles, gardiens silencieux autour d'un jouet, d'un secret, d'une menace invisible. Une voix fendit soudain l'agitation, « Lily !» Une femme se frayait un chemin, les bras tendus, le visage ravagé par l'angoisse. « Ma fille, laissez-moi passer, c'est ma fille. » La fillette leva les yeux, ses lèvres tremblèrent. « Maman !» Le son était si fragile qu'il sembla faire vaciller l'air. Les chiens se tendirent, puis, dans un silence pesant, s'écartèrent lentement, comme s'ils avaient reconnu en cette femme quelque chose de pur. Bruno abaissa même la tête. La mère s'effondra à genoux, serrant sa fille contre elle, en larmes. Mathieu s'approcha doucement. « Madame, nous avons besoin de comprendre. » La femme expliqua, la voix brisée, que son mari, ingénieur dans la défense sur des projets classés, avait disparu 2 mois plus tôt. On parlait d'un accident, mais elle n'y avait jamais cru. Ils avaient commencé à être suivis. Elle ne savait pas qu'il avait utilisé leur fille. Soudain, Bruno se redressa, fixant la baie vitrée du terminal. Au loin, presque dissimulée dans le brouillard du matin, une fourgonnette noire, moteur allumé. Mathieu suivit le regard de son chien. À cet instant précis, le véhicule démarra brutalement. Contrôle ici, unité. Sino, véhicule suspect en fuite, zone sud. Les chiens aboyèrent, non par panique, mais comme un signal de poursuite. Quelques minutes plus tard, la fourgonnette fut stoppée. 2 hommes furent interpellés. À l'arrière, des valises renforcées, disques durs, passeports étrangers, photos, des dizaines de photos de la fillette et de sa mère, dans plusieurs pays. Elles étaient suivies depuis des semaines. Dans un rapport intercepté, une note, objet transmis via peluche signal actif. Mathieu comprit alors, ce n'était jamais la petite fille qui était visée, mais les lieux qu'elle fréquentait et les personnes qu'elle approchait. Tout ce temps, elle portait sur elle une balise en apparence inoffensive, mais mortelle par intention. Tandis que les techniciens fouillaient encore la fourgonnette, Bruno tourna brusquement la tête vers l'intérieur du terminal. Son corps se tendit. Il fit 2 pas en avant, museau levé, oreilles frémissantes, non pas vers la porte ni vers les suspects, mais vers un sac abandonné, petit, discret, posé près d'un banc en zone d'attente, un simple sac d'entretien marqué « Maintenance », presque invisible dans le chaos. Bruno aboya une seule fois, un aboiement tranchant, grave comme un coup de tonnerre. Mathieu n'hésita pas une seconde, équipe OD en urgence. Objet suspect localisé. Terminal intérieur, secteur B, un des démineurs arriva en courant, scanner déjà allumé. Il balaya l'extérieur du sac, le bip fut immédiat, aigu, insistant. L'écran s'illumina en rouge, résidu d'explosifs détecté. Ce n'était ni une balise ni un traceur, mais une bombe. La peluche n'était qu'un leurre, une distraction, le véritable danger était là. Évacuation totale du terminal, tout de suite, cria Mathieu. Les chiens prirent position, guidant la foule avec une précision militaire. Aucun mouvement inutile, aucun cri de panique, seulement une mécanique parfaitement rodée à l'urgence. Les minutes devinrent longues, très longues. Le technicien s'agenouilla près du sac, gants, pinces, silence absolu. Dispositif actif, temporisé. Il restait moins de 5 minutes. Le sang de Mathieu se glaça. Et s'il ne l'avait pas vu?
Et si Bruno n'avait pas réagi, le terminal n'existerait plus. Lorsque le cœur du dispositif fut enfin désactivé, un soupir collectif s'éleva, mêlant soulagement et effroi. Bruno resta debout, le regard toujours fixé sur la zone, les muscles encore tendus, puis lentement, il relâcha ses épaules. Un dernier grondement s'échappa de sa gorge, comme un écho, comme un adieu au danger. Une semaine plus tard, l'aéroport avait retrouvé son calme, mais le monde, lui, n'avait pas oublié les images filmées par les passagers. 14 chiens encerclant une petite fille, la protégeant comme un trésor, avaient envahi les écrans. Télévision, réseaux sociaux, journaux, des millions de vues, des titres émouvants, des commentaires venus de toute l'Europe. On parlait de courage, d'instinct, de miracle. Pourtant, dans une chambre d'hôpital discrète, loin des caméras, une scène bien plus simple se jouait. Bruno entra doucement, sans un bruit, et dès qu'elle le vit, la fillette sauta du lit, pieds nus sur le sol froid, pour courir vers lui. Elle se jeta contre lui dans un rire léger, presque un souffle. Il posa la tête sur ses genoux. Apaisée, elle lui murmura dans un sourire, « Tu es mon ange ». Mathieu Delcourt observait la scène depuis le seuil de la porte, les bras croisés sur la poitrine, les yeux brillants. Plus tard dans la journée, il reçut une lettre manuscrite, « Vous n'avez pas seulement sauvé nos vies, vous nous avez rendu notre avenir ». Le soir, dans le silence retrouvé du terminal vide, Mathieu s'assit sur un banc face aux pistes. Bruno, allongé à ses pieds, observait les avions décoller sans un son. Les moteurs grondaient au loin, mais tout semblait paisible. Un instant suspendu, une histoire presque terminée, car parfois les vrais héros ne portent ni cape ni médaille, ils marchent simplement à quatre pattes, guidés par quelque chose que nous, humains, ne percevons pas toujours. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, partager, pourquoi pas, vous abonner. Les héros silencieux méritent d'être entendus. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence étrange, lourd de ce qui aurait pu arriver. Officiellement, l'incident fut classé comme une tentative d'attentat déjouée grâce à une intervention cynophile exceptionnelle. Officieusement, les couloirs des services de renseignement bruissaient d'un mot que personne n'osait prononcer à voix haute, réseau. Car ce qui avait été découvert dépassait largement le cadre d'un aéroport. Dans un bureau sans fenêtre, à plusieurs kilomètres de là, des hommes en costume sombre faisaient défiler des dossiers sur un écran mural. Des photos satellites. Des noms barrés. Des flèches reliant des visages à des lieux. Au centre de tout, une fillette, une mère, un ingénieur disparu, et un ours en peluche. Ils utilisent des enfants comme vecteurs, murmura l'un d'eux. Non, corrigea un autre. Ils utilisent l'innocence comme camouflage. Mathieu Delcourt fut convoqué le lendemain à l'aube. Pas de médaille, pas de discours. Juste une pièce froide, une table métallique, et des questions précises. Très précises. Depuis quand Bruno a-t-il montré des capacités de détection hors protocole? Avez-vous déjà observé ce type de réaction collective dans votre unité? L'êtes-vous conscient que vos chiens ont identifié deux menaces distinctes, simultanément? Mathieu répondit calmement. Il connaissait Bruno depuis 6 ans. Il savait une chose, ce chien ne se trompait jamais. Ce que les analystes découvrirent ensuite fit frissonner même les plus aguerris. La balise contenue dans la peluche n'était pas un simple traceur. Elle envoyait des impulsions cryptées, à intervalles irréguliers, capables d'activer des dispositifs dormants à proximité. Des bombes. Des capteurs. Des relais. La fillette n'était pas une cible. Elle était une clé mobile. Et l'aéroport n'était qu'un test. Pendant ce temps, à l'hôpital, Lily recommençait doucement à parler. Aux infirmières. À sa mère. Puis à Bruno, toujours Bruno. Elle lui confiait des secrets à l'oreille, comme si elle savait, instinctivement, qu'il comprenait. Le monsieur qui a réparé mon ours sentait mauvais, pas comme toi. Il souriait, mais ses yeux étaient tristes. Papa disait que quand les gens sourient trop, il faut faire attention. Ces phrases, notées soigneusement par une psychologue, furent transmises aux services concernés. Un portrait se dessina. Un homme déjà repéré. Un fantôme des services parallèles. 2 semaines plus tard, une arrestation eut lieu à Prague. Puis une autre à Milan. À chaque fois, le même schéma.
Des objets anodins. Des lieux publics. Des enfants jamais touchés, mais toujours proches. On parla alors, dans les cercles fermés, de la doctrine de l'ombre, provoquer sans être vu, frapper sans être présent, se cacher derrière ce que personne n'oserait soupçonner. Mais quelque chose avait changé. Car désormais, il savait que les chiens voyaient ce que les machines ignoraient. L'unité de Mathieu fut placée sous protection spéciale. Bruno reçut un statut inédit. On ne parlait plus de simples chiens policiers, mais de capteurs vivants. Un terme que Mathieu détestait. Il n'est pas un outil, avait-il dit. C'est un partenaire. Une nuit, alors que le terminal était plongé dans le calme artificiel des lumières nocturnes, Bruno se leva brusquement. Pas d'alarme. Pas de bruit. Juste ce mouvement, net, précis. Mathieu comprit immédiatement. « Qu'est-ce que tu as senti, mon grand ?» Bruno fixa l'obscurité. Puis un couloir secondaire. Celui qui menait aux zones techniques, rarement empruntées. Une équipe fut envoyée. On y trouva une trappe déplacée. En dessous, un tunnel ancien, oublié des plans modernes. Et au bout, un sac identique à celui de la semaine précédente. Vide. Cette fois, il n'y avait pas de bombe. Juste un message gravé à l'intérieur. Vous avez gagné une bataille. Pas la guerre. Le rapport fut classé secret défense. Mais l'histoire, elle, continua de vivre ailleurs. Sur les réseaux, des millions de personnes partageaient l'image de Bruno et de la fillette. Des parents serraient leurs enfants plus fort. Des dresseurs racontaient des anecdotes. Des vétérans pleuraient en silence. Et dans une petite maison en périphérie, Lily dormait enfin paisiblement, son ours remplacé par un nouveau, soigneusement vérifié, posé sur une étagère. Avant d'éteindre la lumière, elle demanda à sa mère. « Tu crois qu'il veille encore sur moi ?» Sa mère sourit, les larmes aux yeux. « Oui, je crois que certains anges ont 4 pattes. » Au même moment, dans le terminal vide, Bruno marchait lentement aux côtés de Mathieu. Les avions décollaient. Le monde avançait. Les menaces changeaient de forme. Mais tant qu'il y aurait des chiens pour sentir l'invisible. Et des hommes pour leur faire confiance. Toutes les ombres ne gagneraient pas. La menace semblait s'être retirée, mais ceux qui avaient vécu l'incident le savaient, ce genre de silence n'était jamais une fin. C'était une respiration. Une pause avant autre chose. 3 mois passèrent. L'aéroport fonctionnait à nouveau normalement, mais sous la surface, tout avait changé. Des capteurs supplémentaires avaient été installés, des équipes discrètes circulaient en civil, et l'unité cynophile de Mathieu Delcourt n'était plus jamais affectée à de simples contrôles de routine. Désormais, chaque déplacement était classé, sensible. Bruno, lui, avait changé. Il n'était pas plus agressif. Pas plus nerveux. Mais il observait davantage. Comme s'il anticipait. Comme si quelque chose en lui s'était éveillé ce jour-là, au moment précis où il avait compris que le danger pouvait se cacher derrière un sourire d'enfant et un jouet usé. Mathieu le sentait. Leur lien était devenu plus silencieux, plus instinctif encore. Un matin d'hiver, une enveloppe sans timbre arriva sur le bureau de Mathieu. Pas d'adresse. Pas de nom. Juste une phrase manuscrite, à l'encre noire. Ce que vos chiens ont vu, d'autres le sentent aussi. À l'intérieur, une clé USB. Contre son instinct, Mathieu la confia immédiatement au service spécialisé. Ce qu'ils découvrirent glaça le sang de tout un département. Des images. Des vidéos floues. Des lieux publics, gares, écoles, centres commerciaux. Toujours le même schéma. Un enfant. Un objet banal. Et, en arrière-plan, presque invisible, un chien. Un chien errant. Un chien de rue. Un chien qui s'arrête, qui observe, qui refuse d'avancer. Dans plusieurs cas, les incidents avaient été évités sans jamais être compris. Des sacs abandonnés qui n'avaient jamais explosé. Des dispositifs défaillants. Des attentats, annulés, sans explication logique. Ce n'est pas un hasard, murmura l'analyste. Les chiens perturbent le signal, ajouta un autre. Ou pire, ils le reconnaissent. Une hypothèse fit son chemin,
Certaines technologies utilisaient des fréquences imperceptibles à l'humain, mais profondément dérangeantes pour les animaux. Les chiens n'étaient pas seulement des détecteurs. Ils étaient des cibles involontaires. Et quelqu'un, quelque part, l'avait compris avant tout le monde. Pendant ce temps, Lily avait quitté l'hôpital. Elle vivait désormais dans un lieu tenu secret, sous protection discrète. Elle parlait peu de son père, mais dessinait souvent. Des dessins étranges. Des cercles. Des lignes. Des points reliés entre eux. Un jour, elle dessina 14 silhouettes sombres autour d'un point lumineux. « C'est quoi ?» demanda sa mère doucement. « C'est quand ils m'ont empêché de tomber », répondit-elle simplement. Les psychologues notèrent une chose troublante, Lily n'avait aucun traumatisme apparent. Comme si, au fond d'elle, elle avait toujours su qu'elle était protégée. Puis vint l'incident de Vienne. Un appel d'urgence. Un chien militaire refusant catégoriquement d'entrer dans une salle de conférence avant une réunion diplomatique majeure. Aucun explosif détecté. Aucun signal. Les humains insistaient. Le chien s'était couché devant la porte, bloquant l'accès. Mathieu fut appelé en renfort. Quand Bruno arriva sur place, il n'eut pas besoin de renifler longtemps. Il se figea. Exactement comme à l'aéroport. Même posture. Même silence. Il y a quelque chose qui ne doit pas être là, dit simplement Mathieu. Les équipes fouillèrent à nouveau. Plus lentement. Plus profondément. Derrière un panneau mural, ils découvrirent un dispositif inédit, non pas une bombe, mais un émetteur neurofréquentiel, conçu pour provoquer des paniques ciblées, des crises cardiaques, des désorientations collectives. Une arme invisible. Et sur le boîtier, un symbole gravé. Le même que celui retrouvé sur la clé USB. Le réseau avait un nom. Orfeu. Les jours suivants, les révélations s'enchaînèrent. Orfeu n'était pas une organisation classique. Pas de chef. Pas de base. Juste des cellules indépendantes, liées par une idéologie simple et terrifiante, frapper la société là où elle se croit en sécurité, sans jamais laisser de traces directes. Mais il n'avait pas prévu une chose. Les chiens. Une réunion exceptionnelle fut organisée. Des cynophiles de plusieurs pays. Des scientifiques. Des vétérans. Mathieu prit la parole. Vous cherchez à comprendre ce que Bruno a senti. Vous n'y arriverez pas avec des chiffres. Les chiens ne pensent pas comme nous. Ils ressentent les ruptures. Les absences. Les dissonances. Alors que proposez-vous, demanda quelqu'un. Mathieu posa la main sur Bruno. Qu'on les écoute. Ce jour-là naquit un programme secret, jamais reconnu officiellement. Une unité transnationale cynophile, formée non pas pour détecter ce qui existe, mais ce qui ne devrait pas exister. Pendant ce temps, quelque part, dans une pièce plongée dans la pénombre, un homme observait les images de Bruno et de Lily sur un écran. Il sourit lentement. L'intéressant, murmura-t-il. Les chiens apprennent plus vite que prévu. Il se leva, enfila son manteau, et ajouta calmement. Alors nous changerons de méthode. La partie ne faisait que commencer.